Bonsoir et merci d'être là, toutes et tous. Rebonsoir à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure et bienvenue aux nouveaux venus, comme on dit dans le monde. Alors, nous ouvrons les rencontres littéraires, comme on dit, avec Philippe Labro. Alors, monsieur Labro, Philippe Labro, c'est quelqu'un de très spécial et de très particulier en France. Journaliste, écrivain, cinéaste, auteur de chansons, présentateur télévision, patron de chaîne, radio et télévision. Que n'a pas fait dans sa vie Philippe Labro, on se demande. Et il n'a pas mené une vie, il a mené plusieurs vies. Et là aussi, c'est assez rare en France que quelqu'un traverse plusieurs vies dans une seule vie. Et alors, on a cherché l'explication et il faut savoir que parmi les auteurs préférés de Philippe Labro, il y avait un poète, un philosophe américain qui s'appelle Henry David Thoreau. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est quelqu'un notamment qui est considéré aussi comme le père de l'écologie et qui avait posé la question qui hantait dès le début, dès son plus jeune âge, Philippe Labro. Comment vivre ? Demandait-il, point d'interrogation. Comment obtenir le plus de vie possible ? Voilà le début de l'affaire. Et Thoreau ajoutait cette phrase : si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a pas eu, alors il en faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Voilà le secret. C'est que lorsqu'on a vécu avec ces phrases-là, ces deux phrases-là, pendant toute sa jeunesse, alors commence l'aventure de Philippe Labro que nous allons étudier tout de suite et voir avec lui. Merci. Bonsoir Philippe Labro. Bonsoir. Je suis vraiment heureux que vous soyez avec nous. Je peux dire un petit mot juste avant ? J'étais tout à l'heure là pour écouter et découvrir votre poète chanteur Nadao. Les deux dernières chansons, j'avais les larmes aux yeux. C'est extraordinaire ce que j'ai découvert. Et je vous félicite. C'est de la beauté simple. C'est ça qui est beau. C'était simple et beau. On va essayer d'être simple. Beau, c'est sûr. Simple. Beau et beau, c'est pas sûr. Vous savez, Jacques Brel disait être beau et con à la fois. Donc con, ça c'est sûr, mais beau, ça se discute. Ça se discute, oui. Il y a plusieurs goûts. C'est vrai que vous avez fait divers métiers, divers vies, mené divers vies, mais il y a une constante, c'est que dans toutes ces vies-là, il y a quelque chose de commun. C'est que vous avez toujours parlé aux gens, à tous les gens, des jeunes, des personnes âgées, des nouveaux venus, des gens riches, pauvres. Chaque jour de votre vie, que ce soit dans les reportages au début, ou bien dans les émissions, ou bien dans les chansons, ou bien au cinéma, tout le monde était là. C'est ça que j'ai trouvé étonnant chez vous. C'est qu'à chaque fois, vous aviez réussi, dans toutes vos vies, à recueillir l'espérance, j'allais dire, ou le désir des gens. C'est-à-dire que j'ai été élevé par un père et une mère très littéraires. Mon père écrivait des livres, un conte d'auteur, et ma mère écrivait des poèmes. Et donc je pense que j'ai reçu, ça existe l'ADN, hein, les gènes, c'est pas une invention, le goût du mot, le goût du verbe, et le goût de m'exprimer et de raconter. Et j'ai toujours considéré que si on doit raconter, il vaut mieux que ce soit devant une salle pleine qu'une salle vide. Et lorsque je suis devenu journaliste, j'ai eu la chance d'avoir un patron dont les gens ne connaissent pratiquement plus le nom aujourd'hui, qui s'appelait Pierre Lazareff, qui était un petit génie de la presse. Il dirigeait France Ce Soir, qui à l'époque, je parle de 1 million d'exemplaires. 1,5 million d'exemplaires par jour. Oui. Et Lazareff nous avait dit un jour quelque chose que j'ai toujours retenu. À défaut d'être intelligent, soyez intelligible.
Donc voilà, j'ai essayé d'être intelligible. Et il avait le sens du public. Et il considérait que le public, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est l'ouvrier, c'est le menuisier, c'est le plombier, c'est aussi le cadre moyen, et puis c'est le cadre supérieur, ce sont les femmes. D'ailleurs, Pierre me disait toujours, Philippe, pensez aux femmes. Ce sont elles qui vous liront, et elles savent. Nous, on ne sait rien, elles savent tout. Et quand vous êtes sur un fait divers, parce que j'ai couvert beaucoup de faits divers, comme on dit, c'est des crimes, des meurtres, des suicides, des accidents, quand j'étais reporter, il me disait, allez chercher la mère. Allez chercher la maman. C'est là qu'est le secret. C'est la vérité. C'est là qu'est le secret. Alors, je voulais juste signaler à tout le monde, parce que ça vient de sortir il y a 3 semaines, Oui. Un quarto chez Gallimard qui s'appelle Philippe Labro et Crise américain. Et nous parlions au téléphone il y a 2-3 jours avec Philippe Labro. Et j'en ai vu des livres dans ma vie. Franchement, mais ça... C'est un bijou, ce livre. C'est incroyable. Parce qu'il y a donc 5 romans américains, comme dit le titre, et il y a surtout 100 pages au début et 100 pages à la fin. Et en dehors des 5 romans qui sont là, qui sont tous les romans américains signés Philippe Labro. Et dans les 100 pages du début, vous avez mis votre vie en images, en petits poèmes, une phrase d'un auteur, une phrase. Bon. Et toute la vie défile, toutes les vies de Philippe Labro défilent. Et à la fin, après les romans américains, il y a des portraits absolument... C'est là où, pour reprendre ce que vient de dire Philippe Labro, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans la spécialité des uns ou des autres. Il y a ce regard comme ça, assez fulgurant sur les gens, et 2-3 formules qui définissent la personne. Ce sont vraiment des portraits incroyablement écrits. Oui, c'est une formule, un format journalistique qui a démarré plutôt aux États-Unis, qui s'appelait le profile, le profil. Oui. On faisait le profil de quelqu'un, et en particulier dans un très bon magazine qui s'appelle le New Yorker. Et Françoise Giroud, qui elle aussi appartenait à la génération Lazareff, qui a été une femme à une carrière extraordinaire, avait repris ça. C'est elle qui a fait les premiers portraits dans Paris. Dans l'Express de personnalités dans l'Express. C'est même devenu un bouquin en plus qui s'appelle Le Tout Paris. Mais ce n'est pas seulement le Tout Paris qui chante et qui danse, il y a aussi des inconnus. Et je crois qu'effectivement, le portrait, pour nous qui sommes des écrivains, des journalistes et qui cherchons toujours la vérité, c'est la seule façon. Un homme, une femme, ses yeux, son comportement, comment il s'habille. Moi, j'appartiens à l'école des comportementalistes, c'est-à-dire les behavioristes, c'est-à-dire le comportement qui, au fond, définit quelqu'un. Si vous racontez comment s'habille une femme ou un homme, au fond, l'habit fait le moine. Pour moi, ça parle. Donc, il faut aller dans le détail précis, la couleur. Et puis, il ne faut pas dire... c'est comme... il faut toujours situer et visualiser. Un arbre, il faut qu'il soit vert, bleu, gris, mais il faut que ce soit une couleur. Les arbres du Colorado, que j'ai décrits dans un de mes romans, ils étaient bleus, c'était des sapins bleus. Pas vraiment bleus, mais je les croyais bleus. Bleuté. Et je crois beaucoup au choix du mot et à la capacité d'exprimer pour tout le monde, que tout le monde comprenne et voit et visualise. J'ai toujours voulu qu'on visualise. C'est-à-dire que Julien Green, qui était un très grand écrivain aussi, disait « Je veux d'abord voir ce que je vais écrire avant de l'écrire. » Alors, vous avez 15 ans, oui. Ayant lu Taureau et d'autres, vous avez 15 ans et vous allez à pied au lycée. Et vous vous dites la chose suivante. Il va m'arriver quelque chose de prodigieux. Et personne d'autre que moi ne le sait. Vous connaissez quelqu'un de 15 ans, vous, qui va au lycée en se disant ça, sans se demander s'il va bien? Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quand même, je ne connais personne qui ait eu cette audace, ce culot, on va dire. Oui, ou cette certitude, voilà, cette certitude. Oui, vous parlez de rêver, hein, vous parlez d'espérer. C'était un espoir et un rêve. Je passais mon temps à rêver qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc je le pressentais, je le sentais, et je me disais effectivement, de façon parfois arrogante et même un peu prétentieuse, ils sont bien gentils, les copains autour de moi, mais ils ne savent pas. Moi, je sais, il va y avoir quelque chose. Il va se passer des choses. Et il s'en est effectivement beaucoup passé. Et en particulier dans une classe au lycée, à Paris,
Je venais de rater mon premier bac. C'est l'époque où il y avait 2 bacs. Hein. Oui. J'avais raté mon premier bac, donc je redoublais. La chance due à l'échec. Il faut bien se dire que les échecs, c'est toujours des chances. Il en sort souvent quelque chose. Donc je redouble et je suis donc dans une classe où débarquent un matin de messieurs très bien habillés, très sympathiques, qui disent il existe une bourse qu'on appelle la bourse Fulbright, celle d'un sénateur américain qui a eu l'intelligence d'inventer une bourse selon quoi, pour tout étudiant américain qui venait en Europe, un Européen pouvait aller aux États-Unis. Et cette bourse était destinée plutôt aux étudiants qui étaient déjà en faculté, qui déjà étaient presque des licenciés. Oui. Et cette année-là, il restait 2 ou 3 bourses qu'ils avaient décidé de proposer aux lycéens. Voilà, j'ai levé la main. Voilà. Je n'ai pas attendu, j'ai levé la main. Donc après, il a fallu faire des papiers, rédiger un acte de candidature et dire pourquoi je souhaitais aller aux États-Unis. Alors pourquoi l'Amérique? Ah ben voilà, pourquoi l'Amérique? Parce qu'à l'époque, j'appartiens, Philippe, à une génération qui a vécu, tout gamin, la libération de la France, la libération de l'Europe. Dû bien sûr aux Canadiens, aux Français, aux Britanniques, à qui vous voulez, mais essentiellement aux Américains, aux GIs. Et j'ai donc vu, moi très gamin, je devais avoir 6 ans à peu près, à l'époque il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'info, toute info, il n'y avait rien de tout cela. Il y avait au cinéma, quand on allait au cinéma en ville... Les actualités. Voilà, les actualités. Avec une musique ronflante et une voix... des voix qu'on n'entend d'ailleurs plus aujourd'hui. C'est des voix un peu mécaniques, un peu solennelles. Bon. Et on voyait au cinéma, donc, une fois par semaine, débarquer ces jeunes gens, habillés autrement, marchant autrement, mâchant quelque chose, qui s'appelle le chewing-gum, on ne connaissait pas, mais qui apportait non seulement évidemment leur comportement, leur gestuelle, mais ils apportaient la liberté. Il faut bien comprendre que la France avait été sevrée pendant 4 ans de cinéma américain, de littérature américaine, de musique américaine. Alors moi, je n'avais pas été sevré, j'étais trop gamin. Néanmoins, je recevais ça, je comprenais. Et je me disais, mais tiens, voilà, une civilisation, une culture qui n'est pas la mienne, et ça a suscité tout de suite ma curiosité et mon envie, qui est venue aussi de la lecture. J'ai toujours dit, et je dis toujours et encore, il faut lire. Il faut dire ça à nos gamins qui sont accrochés à leurs petits écrans, posez cette saloperie et lisez un bouquin, vous apprendrez beaucoup plus. Et moi, j'avais lu très jeune les bouquins de Jack London et de 2 écrivains américains qui s'appelaient James Fenimore Cooper et James Oliver Curwood, et qui écrivaient des romans de la prairie. La prairie. Alors, il y a les prairies, il y avait les petits gazons de Montauban, mais pour moi, le mot prairie, c'était l'immensité, l'espace, l'ouest. Go west, young man, disaient les Américains. Va vers l'ouest, jeune homme. Et donc, ça a fabriqué ce qu'on peut appeler un désir d'Amérique. J'ai eu envie. J'étais curieux. Mais la curiosité, elle ne venait pas simplement sur l'Amérique. Une de mes chances, c'est que j'ai été habité toute ma vie par la curiosité du monde et des autres. Et si tu es curieux, tu ne restes pas chez toi. Tu t'en vas. Alors, vous arrivez donc là-bas, et que se passe-t-il le 22 novembre? Alors, vous citez Paul Éluard, justement, dans la première partie dont on parle, une phrase que vous aimez beaucoup et qui est vraie, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose de vrai, en tout cas, dedans. La chance n'existe pas, ce sont des rendez-vous. Oui, oui, je crois ça, moi. Vous êtes là-bas, et qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes là-bas sur un campus? John Kennedy est assassiné. Alors là, vous sautez un peu dans le temps, parce que oui, j'ai 18 ans dans ma petite université américaine. J'apprends évidemment l'Amérique, j'y reste 2 ans. Je reviens à Paris et je connais parfaitement la langue américaine. Pendant 2 ans, à l'âge de 18 ans, vous travaillez. Je n'ai pas parlé un mot de français pendant 2 ans. Ah oui. Parce qu'à l'époque, le téléphone, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ces petites choses. Il y avait un gros objet noir dans un bureau. On était dans un autre monde. On n'avait pas le droit d'y toucher. Mais bien sûr, ça qui est fascinant, c'est que tout change. Et les accessoires, les outils changent votre comportement. Bref, je reste 2 ans là-bas, je reviens à Paris, et au bout de quelques mois d'apprentissage et d'essais infructueux auprès de certaines rédactions, j'ai fini par pénétrer dans le journalisme. Et donc, très vite, les patrons des journaux pour lesquels je me suis mis à travailler se disaient, voilà un garçon qui connaît l'Amérique,
il parle très bien l'anglais, il a vécu sur un campus, on va le renvoyer très souvent là-bas. Et Lazarev, toujours lui, cet homme, ce mentor dont j'ai souvent parlé, avait une émission, certains d'entre vous l'ont peut-être connu ou connaissent leur titre, qui s'appelait 5 colonnes à la une. C'était une émission qui sortait à la télé à l'époque avec une chaîne, hein, et le vendredi. Et je pense que le vendredi soir en France, les gens ne sortaient pas. Ils regardaient 5 colonnes, c'était un magazine, c'est le premier grand magazine de documentaires, comme on en fait maintenant des milliers, de la télé. Dirigé par Lazarev, dirigé aussi par 2 hommes, Pierre Dumayet et Pierre Desgroupes, les grands responsables de Lecture pour tous. Il faut que vous sachiez une chose, Philippe, c'est que ces gens-là étaient des agrégés de lettres. Donc les patrons de télé, à l'époque, étaient des agrégés de lettres. Aujourd'hui, ils viennent d'HEC, de l'ESSEC, de Procter & Gamble, de ce qu'on veut, mais ils ne sont pas agrégés. Bon, bref. Pardon, mais je fais du coq à l'âne. Non, mais oui, vous avez raison. J'essaie de raconter. Il savait lire, quoi. J'aime raconter. Donc, il m'envoie un jour pour faire un sujet, ce qu'on appelait un sujet, pour 5 colonnes, en disant on va montrer ce que c'est qu'un campus américain. Et qui d'autre que Philippe peut le faire, puisqu'il l'a vécu. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est déterminé par déjà mon passé. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ce n'est pas une chance, c'est normal. Donc, je me retrouve en effet sur le campus de Yale le 22 novembre 1963, où je vois débarquer. Alors, je suis en train d'interviewer un prof de lettres français, qui vivait là-bas, et je vois arriver du fond du campus un môme qui se met à hurler quelque chose que je ne comprends pas. Et à mesure qu'il avance, on finit par comprendre, il est en train de crier « The President has been shot! The President has been shot !» Ce qui veut dire on a tiré sur le président. Et il hurlait, il répétait ça comme un mantra. Et il arrive, il nous dit, voilà, on vient d'apprendre que Dallas, le président Kennedy a été tué dans sa limousine. Et là, j'ai le réflexe, je pose la caméra, le micro, je fonce prendre là, il y a un téléphone, hein, parce que quand même des années ont passé, il y a des téléphones, et j'appelle mon bureau, j'appelle François, où on me dit, écoute, tu laisses tomber la télé, parce que la télé c'est une fois par mois, et puis tu es François, tu es reporter, tu fous le camp à New York, tu prends l'avion pour Dallas. Donc je laisse tomber l'équipe technique, qui m'en a voulu toute sa vie, j'ai laissé tomber toute l'équipe 5 colonnes, je prends leur bagnole, je fonce à New York, je monte dans un avion, et j'arrive à Dallas le samedi matin, pour vivre ma petite histoire dans la grande histoire. Et oui, d'autant plus que le samedi matin à Dallas, vous êtes 2 Français, le correspondant de l'AFP et vous. Et donc, le nom de Labro, vous voyez, à l'époque, le nom de Labro apparaît partout. Donc, oui. Ça, c'est quand même, là, c'est un rendez-vous incroyable. Pour quelqu'un qui avait votre âge, c'est quelque chose de fou d'apparaître d'un coup comme l'AFP, on sait ce que c'est. C'était il écrit des évidemment dépêches, mais vous, on entendait votre voix. C'était un événement, tout le monde sait. Il y a des générations qui savent où ils étaient le jour où on a marché sur la Lune, où ils étaient quand le mur de Berlin est tombé, où ils étaient quand les tours de Manhattan se sont écroulés. Et il y a une génération entière, sinon 2, qui se souvient où ils étaient le jour où Kennedy est mort. Et donc, effectivement, ça faisait la une de France Soir pendant 8, 10, 15 jours avec, effectivement, vous avez raison, de notre envoyé spécial, Philippe Labro. Bon. Ça aurait pu me donner la grosse tête, mais j'ai jamais eu ça. C'est une de mes chances, je me suis toujours dit, reste humble, tu n'es jamais qu'un petit bonhomme. Il y a des gens beaucoup plus grands que toi. La barre est tout là-haut. La barre, elle s'appelle Balzac, Flaubert, Stendhal, Victor Hugo, Maupassant, Albert Londres, Kessel, Roger Vaillant, Simenon, voilà. Mais bref. Donc évidemment, il y avait 2 Français et 300 journalistes dans ce petit commissariat de police de Dallas, un bordel, excusez-moi de l'expression, mesdames et messieurs, les Italiens appellent ça un casino. Mais c'était inimaginable. Il y avait le désordre, la confusion, le chaos dans un commissariat de police où les flics eux-mêmes ne savaient pas très bien ce qui se passait, ils ne comprenaient pas tout à fait. Et donc, amateurisme aussi. Vous dites qu'il n'y avait pas de machine à écrire, qu'il parlait. Oui, et un exemple très précis. Lee Harvey Oswald, suspect présumé, assassin présumé de Kennedy. Mon idée, c'est lui tout seul, mais je fais partie des gens qui ne croient pas au complot, à ce complot-là. Bref, Lee Harvey Oswald, il était dans une petite cellule au premier étage. Okay, et de temps en temps, on le faisait descendre pour l'interroger dans les bureaux du capitaine Fritz, Will Fritz, chapeau Stetson,
les bottes biseautées, bien sûr, et le nez bien rougi par le bourbon. Et Wilfrid descendait. Oswald était évidemment encadré, menotté, avec 2 autres flics, toujours sapés de la même manière. Il s'asseyait dans le bureau, on voyait à travers les vitres, c'est des bureaux avec des vitres, on était juste de l'autre côté. Il interrogeait Oswald sans sténo, il n'y avait pas de sténo pour prendre des notes, sans magnétophone pour le enregistrer. Il était en train d'interroger l'homme le plus célèbre du monde en ce moment-là, et l'homme dont on considérait qu'il était l'assassin présumé. Donc, c'était un peu de l'amateurisme, en effet, mais c'était surtout la confusion. Enfin, j'ai vécu cela, et effectivement, ça a fait mon tournant journalistique. Bah oui. Et de longues années plus tard, j'ai décidé d'en faire un livre qui est dans le quarto, qui s'appelle « On a tiré sur le président ». Alors, puisque vous connaissez l'Amérique, avant de poursuivre sur la suite de ce que vous avez fait, Donald Trump, qui a été président des États-Unis donc pendant 4 ans, qui était ensuite Joe Biden. Est-ce qu'il y a vraiment des chances, telles que vous estimez la situation, qu'il soit réélu? Y a-t-il qu'il fût réélu? Ben, je le crains. Il y a des chances. Il y a vraiment des chances. Oui, bien sûr. Parce que c'est un pays qui ne ressemble pas du tout au pays que je décris dans mes premiers romans, hein, dans Les Tuyaux étrangers, qui est mon roman qui a eu le prix Interallié et qui raconte mon chemin sur ce campus. Cette Amérique-là était beaucoup plus calme, plutôt unie. Bon, il y avait toujours les républicains et les démocrates, il y avait des combats politiques, mais ça allait bien. On respectait la Constitution. Il n'y avait pas tout ce qui s'est passé depuis. Là, vous avez affaire à un homme dont la puissance verbale, le charisme incroyable, car il est très très fort, hein, c'est une bête de télévision, et la volonté de puissance, et en plus la malignité, parce qu'il est malin, il est intelligent, il a une forme d'intelligence, qui a littéralement soumis le Parti républicain. Il a sous sa main le deuxième parti face aux démocrates, et il a des électeurs, il y a à peu près 70 millions d'Américains qui croient dur comme fer que son élection... Il a été élu. Ouais. Qu'il a été élu, que Biden a truqué les élections, ce qui est complètement faux, et qui pensent qu'il doit être réélu. Alors pourquoi? Alors qu'il est... Il est sous le coup de plusieurs attaques judiciaires. Ah oui, procès, bien sûr. Oui, mais il pourrait même être... cet homme, s'il n'était pas qui il est, il serait déjà en tôle, hein, il serait déjà en prison. Bon. Mais cette partie de l'Amérique, qui est au fond la suprématie blanche, c'est beaucoup de sudistes, et ma théorie, c'est que la guerre de sécession, la grande rivalité nord-sud, ne s'est jamais terminée. Et que derrière tout ça, il y a le péché originel de l'Amérique. Il est le descendant de... l'esclavage. Et il y a la question noire. Et pas seulement noire, d'ailleurs. Et donc, ces gens-là sont contre le métissage. Ils sont contre le fait qu'un jour, l'Amérique sera, comme le Brésil, un mixage, ce qu'on appelle le melting pot, cette espèce de pot dans lequel se mélange tout le monde. D'origine, toutes origines. Oui, les Italiens sont venus, les Irlandais, les Polonais, il y a eu des Français, beaucoup d'Allemands. Ça a fait l'Amérique. Et l'Amérique est en train d'être aussi faite par l'Amérique latine aussi. Oui. Et donc ces gens-là, pour eux, Trump est leur rempart contre la modernité. Et puis contre une certaine forme de démocratie. N'oubliez pas quand même que Trump a encouragé ces gens-là, enfin certains de ces gens-là, à envahir le Capitole, qui est un endroit sacré et qui est le siège de la Constitution des États-Unis. Et moi, ma crainte, c'est que s'il était réélu, il ne va pas réenvahir le Capitole, ce n'est pas la peine, mais lui et ses hommes sont tout à fait capables de modifier une partie, disons, des structures judiciaires, administratives, culturelles, militaires de leur pays. On peut craindre... Toucher à la Constitution, c'est possible aux États-Unis? Non, ils ne toucheront pas à la Constitution, ils la contourneront. Ils videront des bureaux, de l'administration, tous les fonctionnaires qui auront été sous la présidence de Biden. Tout ce qui aura été démocrate sera nettoyé. Écoutez, de toutes les façons... on peut une sorte de dictature molle? Pas molle, une dictature, tout court. Une dictature. Ah, moi, je crains ça. Bon, je vais peut-être trop loin.
on est là pour parler d'espoir et de rêve. Il faut espérer que malgré tout, malgré les propres faiblesses de Biden, parce que Biden, c'est un très bon président. C'est un très bon président des États-Unis. Son seul souci, c'est qu'il est très vieux et très fatigué, et que quand il apparaît et qu'il fait une bêtise, et qu'il fait une gaffe verbale, les gens ne retiennent que ça, parce que malheureusement, on est dans l'univers de l'image, et l'image prime sur le contenu. Donc il y a l'image d'un Biden fatigué, alors qu'il a un très bon gouvernement, un très bon secrétaire d'État à l'étranger, qui en ce moment est en train d'essayer d'un peu ramener un peu d'ordre et de paix au Moyen-Orient, et il a investi des milliards dans le renouvellement des infrastructures américaines, parce que l'Amérique, malgré son apparence de puissance et de confort et de luxe, les routes sont défoncées, les barrages ne tiennent plus, il y a des ponts à refaire. Biden a remis tout ça en route. Il a aussi trouvé des façons, non pas d'installer la sécurité sociale, mais de un peu plus aider pour la santé et pour les étudiants. Donc c'est un bon président, simplement l'apparence est dure. Il va avoir 82 ans, il a 80 ans. Il vient d'avoir 80. Oui. 80... Et les Américains, c'est un peuple jeune. Aujourd'hui, la moyenne d'âge américaine, la moyenne d'âge des Américains aujourd'hui, c'est 37 ans. Donc vous avez des Américains qui se disent, mais est-ce qu'on va être présidé par deux hommes âgés? Je ne vais pas dire des vieux, parce que pour moi, le mot vieux ne veut rien dire, mais ce sont des gens âgés. Donc la question se pose. Et moi, je me dis que peut-être Biden devrait réfléchir et dire, écoutez, j'ai fait mon temps, il y a tel et tel gouverneur, il y a beaucoup de très bons gouverneurs démocrates aux États-Unis. Passez le flambeau. Passons le relais. Sauf que c'est un peu tard, parce que l'élection est très bientôt. C'est en novembre 2024. Oui, bien sûr, c'est dans moins d'un an. Donc pour vous répondre, je ne suis pas rassuré. Bon, on va garder l'espoir quand même. Alors, si on arrêtait, Philippe Labro, l'entretien ici, des gens pourraient imaginer que tout a été facile dans la vie pour Labro. Je passe sur les films que vous avez faits avec les plus grands acteurs, des chansons dont vous avez écrit le texte avec musique de Gainsbourg. Voilà, vous avez passé quelques années à être partout au premier niveau. Et on se dit finalement, Labro, la vie était facile pour lui. Erreur. Vous avez connu ce ne sont pas des incidents, deux accidents que peu d'entre nous ont connus. Vous avez d'abord eu une infection pulmonaire tellement grave que vous êtes resté en réanimation une dizaine de jours, que vous avez eu l'expérience de la mort approchée, ce que tout le monde n'a pas connu. Et ensuite, en 99, vous êtes victime, je vais dire, d'une dépression, mais inouïe. Et vous dites dans ce livre, j'ai perdu tous les espoirs que je pouvais avoir et l'estime de moi-même. Quand on sait ce que vous avez fait, l'opinion donc que vous avez de vous-même, et que la dépression vous amène à ne plus avoir l'estime de vous-même, on imagine le degré que ça a été. Et donc vous avez traversé ça, et comment on sort de ça? On sort avec l'amour de votre entourage, la chance d'avoir une femme extraordinaire, des enfants qui m'aiment et des amis qui m'ont aidé. Pas beaucoup, parce que les amis, comme disait un critique littéraire, c'est comme les fiacres, on n'en trouve pas beaucoup quand il pleut. Mais il y avait ça. J'ai essayé 2 psychiatres, j'en ai finalement eu un qui m'a trouvé les bonnes molécules, et j'ai aussi travaillé sur moi. C'est-à-dire que la dépression, c'est une maladie. Il faut bien savoir, tout le monde le sait, qu'un Français ou une Française sur 5 est atteint de cette maladie. Mais pas au niveau peut-être que vous avez connu. Peut-être parfois plus. Nous savons aussi que nous sommes le pays au monde qui consomme le plus de tranquillisants, de psychotropes, après les Japonais. Parce qu'on est au fond un peuple trop intellectuel sans doute et trop inquiet et insatisfait. Bref, toujours dit que ce n'est pas exclusif ce qui m'est arrivé, mais ça a été très très dur et en effet, dans ce phénomène qui tout d'un coup fait que vous vous regardez et vous vous dites mais je ne vaux rien, je ne vaux plus rien, tout ce que j'ai fait ça n'a aucun intérêt, je ne sais même plus me lever le matin pour me raser,
je ne sais même pas comment m'habiller, vous êtes perdu. Un dépressif profond, ce qui a été mon cas, c'est comme un mort-vivant. Et il faut que le temps travaille. Le temps, l'amour et la médecine. Et votre propre volonté. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, même si... Fournir un effort Ah ben oui, considérable. Énorme. Mais ça ne vient pas tout de suite. La dépression, les dépressifs, il ne faut jamais leur dire « prends sur toi ». Mais jamais, il faut leur dire « ça ne va pas bien, t'inquiète pas, on t'aime, on est là, ça va avancer ». Il ne faut pas donner à un dépressif une notion trop directive. Il n'a pas besoin de ça, il a besoin de comprendre, que les gens le comprennent et l'aiment. Donc voilà, ça m'est arrivé. Alors comme je suis un conteur et que je suis un reporter, j'ai décidé de raconter ce qui m'était arrivé comme si c'était un reportage. Mais sauf que là, c'est pas de la fiction, c'est pas du roman, parce que les autres, c'est des romans. Je suis beaucoup basé sur ma propre biographie, mais j'ai mis beaucoup de fiction. Le bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle « Tomber 7 fois, se relever 8 », qui repose sur un proverbe japonais, c'est du vécu. C'est ce qu'on appelle un témoignage en littérature. Et j'en ai eu un autre, effectivement, parce qu'il y a eu cette maladie pulmonaire, une infection terrible, et les toubibs n'arrivaient pas à comprendre ce que j'avais, donc comme j'étais en train de partir, ils me mettaient dans un coma artificiel, dont ils me réveillaient de temps en temps, et qui m'a fabriqué d'abord des hallucinations, des cauchemars, toutes sortes de choses. Il y a un ou deux cauchemars dont je ne sais pas encore aujourd'hui, je ne comprends pas encore aujourd'hui d'où ils viennent, ce que ça signifiait. Mais je les ai dans ma tête, j'ai les images. Et puis, effectivement, j'ai vécu, et beaucoup de gens aussi l'ont vécu, hein, il y a eu beaucoup de bouquins là-dessus, beaucoup d'enquêtes, de documents et tout, ce qu'on appelle une expérience de mort approchée. C'est simple, c'est simplement vous avez l'impression que vous sortez de vous-même et que vous allez vers une sorte d'espace plutôt sympathique, plutôt agréable, avec des sortes de voiles, un peu du blanc, du flou, du mou, comme de la ouate, si vous voulez. Il y avait une chanson, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, il y a très bien longtemps. Sûr. La ouate, ah oui. La meilleure chose qu'elle aime, c'est la ouate. Eh bien, vous êtes là, il n'y a pas des êtres humains, c'est pas vrai, il y a des sortes de formes. On peut imaginer que ce sont des gens, mais ça ne l'est pas. Et c'est plutôt très agréable, mais ça dure un milliardième de seconde, hein, oui, comme les rêves. Mais ça reste quand même. Hein. Ah ben oui, on s'en souvient. Imprimé pour toujours. Hein. Oui, parce qu'en fait, ça reste, c'est plutôt, au fond, c'est assez utile, parce que vous vous dites, bon, ben, si c'est comme ça, le jour où ça devra arriver, c'est pas très grave. Voilà. Puisque de toute façon, ça va arriver. Mais il ne faut pas y penser. Il faut rêver et il faut espérer. Il faut croire en soi. L'estime de soi, vous avez raison, perdre l'estime de soi. Ah, c'est le bout du tunnel. Bien sûr, c'est le fond du tunnel. Douter de soi, il ne faut jamais douter de soi. Bien sûr, on sait qu'on n'est pas bien, qu'on a fait telle erreur, qu'on aurait pu faire ceci, cela. Néanmoins, il faut conserver la certitude qu'on est un être humain différent, car chaque être humain est différent de l'autre, et qu'on a, si on a cette chance, une passion et une vocation. Moi, ma chance, c'est que j'ai eu ma vocation de journaliste très très jeune, et donc j'ai toujours fait ce que j'ai aimé faire. Et malheureusement, les 3/4 de la population dans le monde ne fait pas ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils aiment faire. Alors, je voudrais qu'on dise très rapidement quand même 2 mots, parce que peut-être ça a compté dans votre vie. Vous avez des parents qui sont des justes des nations. Et je crois qu'il y en a 4800 en France, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, à 100 personnes. 4800 en France qui ont été jugés comme ayant été, pendant la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, des justes des nations, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé des Juifs qui étaient pourchassés par les troupes et les milices nazies. Donc vous avez 2 parents qui sont tous les 2 juste devant les nations. Oui, leur nom est inscrit à Yad Vashem, à Jérusalem, sur une plaque. Est-ce que c'est dans votre vie quelque chose auquel vous avez pensé? Et est-ce que vous vous êtes dit de temps en temps, il faut que je sois digne de mes parents? Est-ce que, par exemple, ça avait ce sens-là pour vous? Écoutez, de toute façon, cette histoire est arrivée dans... Vous savez, je suis un enfant du Sud-Ouest. Hein. Moi, je suis né à Montauban, c'est pas très loin d'ici. Hein. Oui. Et je n'aime que ça, le Sud-Ouest. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Oui. J'ai eu les larmes aux yeux. Vous êtes un homme du Sud-Ouest. Vous étiez chez vous avec une chanson chez vous. C'est pareil, les Pyrénées. Le Quercy. Celui de Quercy, vous êtes. Oui. Quand j'étais gamin, je chantais Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours. Bon. Oui, parce qu'il m'arrive de chanter aussi. Il a encore un beau brin de voix. Il faut une chanson dans la tête au moins une fois par jour.
C'est comme le rire, il faut au moins rire une fois par jour. Donc mes parents, effectivement, pendant la guerre, dans une villa qu'ils avaient à Montauban, ont hébergé et caché des Juifs qui fuyaient, qui venaient de Paris. Et ils les cachaient 2 ou 3 jours dans ce qu'on appelle la buanderie, dans une cave en dessous de la maison, pour ensuite les exfiltrer vers une ferme. Mon père avait acquis 2 fermes. Mon père avait fait une très belle carrière de conseil juridique à Paris, et il avait acquis 2 fermes, et dans les fermes, il les mettait. Et là, il les exfiltrait ensuite par un réseau de résistance vers les Pyrénées et vers l'Espagne, et puis ensuite ailleurs. Et donc, effectivement, ils ont eu... Et je l'ai raconté beaucoup plus tard dans un bouquin qui s'appelle Le Petit Garçon, et une Française vivant en Israël qui elle-même avait été sauvée, et ses parents, par des Justes, m'a dit: Monsieur Labro, vos parents sont des Justes, il faut les faire reconnaître par Yad Vashem. Trouvez des témoignages, envoyez-les, et on se débrouillera pour qu'ils soient nommés. Alors, pour répondre à votre question, Philippe, effectivement, c'est forcément pour des enfants. Nous sommes 4 garçons dans la famille, et puis il y a mes petits-enfants, et il y a mes fils et mes filles, et mes petits-fils et mes petites-filles. Ils savent, je leur ai expliqué ce que ça veut dire. Ça oblige, non, ça veut dire simplement qu'il faut tendre la main à celui qui souffre. Il faut tendre la main à celui qui fuit, à celui qui est poursuivi par l'intolérance. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'était le régime nazi. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Dans le sud-ouest en particulier, rappelez-vous les pendus de Tulle. Moi, à Montauban, quand j'avais donc 7-8 ans, mon père, un jour, nous a emmenés sur la grande place. Il y avait 3 acacias et il y avait des pendus. Les pendus des acacias, c'est toujours là dans ma tête. Donc j'ai eu l'exemple et la chance d'avoir des parents, des modèles de vertu. De courage. Et de courage, oui. Un courage dont parfois je me suis dit, parce que j'ai compris beaucoup plus tard, hein, quand j'ai commencé à recueillir les témoignages et tout, mais quelle inconscience! Ou alors, est-ce qu'ils avaient la conscience qu'ils risquaient leur vie et celle de leurs enfants, et qu'ils ont quand même fait ce choix? Et il faut toujours se poser la question: qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Hein? Ouais. Qu'aurions-nous fait à leur place? C'est toujours une bonne question. Montauban, 2 mots sur Montauban, votre ville. En quoi il reste du Montauban chez vous, si j'ose dire? Mais il reste le rugby. Même s'ils ne sont pas très bons en ce moment, ils sont en 2e division, ils ne sont pas géniaux. Il reste, oui, c'est la jeunesse, c'est l'enfance. Il reste ces souvenirs quand justement on jouait au rugby avec mes frères, mes 3 frères, devant la grande pelouse, devant la maison, et qu'on se cognait comme des cinglés, et que ma mère disait à mon père: écoute, il faut qu'ils arrêtent. Et mon père lui disait: non, ils ne se sont pas encore fait assez mal. La leçon du rugby. Il me reste, oui, le goût du raisin, le goût du foie gras, la beauté de la Dordogne qui n'était pas loin, l'Aveyron. C'est une très belle région, hein. Toute cette région, tout le sud-ouest de la France, c'est extraordinaire. La Dordogne, le Lot, le Quercy, tout ça. Même le climat est quand même... Oui, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Tout le monde admire le climat de Pau depuis longtemps. C'est sur les affiches de Pau, d'ailleurs, son climat. Alors, Cannes, vous savez, Cannes, leur slogan, c'était « La ville où il pleut à côté ». Mais Pau, c'est la ville où il pleut. Alors, venons-en, raison d'espérer. Vous aviez un rêve quand vous aviez 17 ans, au lycée, quand quelqu'un passe et dit « il y a une bourse qui traîne ». Personne ne passera plus dans les classes maintenant pour dire « il y a une bourse qui traîne ». Malheureusement, les temps ont changé de ce point de vue-là. Et donc, tout ce pessimisme en ce moment, etc., vient surtout des jeunes. C'est une chose profonde, où l'avenir semble bouché, etc. Alors je voulais vous demander tout simplement, que diriez-vous, Philippe Labro, à quelqu'un de 17 ans qui vous dit « je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire, l'avenir est bouché, tout ce que j'entends, ce sont des drames, la violence partout, franchement, je n'ai pas envie d'avoir des enfants, par exemple, etc. » Vous savez qu'un tiers des femmes en âge de procréer refusent de faire des enfants parce qu'ils ne veulent pas qu'ils vivent dans un univers... Mais le môme de 17 ans qui me dit ces conneries-là, je lui dis d'abord, tu dis des conneries. Parce que là, tu as une chance extraordinaire, tu ne t'en rends pas compte, tu es jeune. Hein. Et la jeunesse, c'est une chance. Hein. Si ça pouvait recommencer, demain, je recommence. Hein. Aznavour, lorsque l'on tient entre ses mains
cette richesse. Avoir 20 ans, un lendemain plein de promesses. Bon, donc tu as déjà ça, tu as un lendemain plein de promesses. Intéresse-toi à quelque chose, trouve-toi une activité. D'abord, lis, essaie de lire un peu. Arrête de tiktoker et téléphoner toute la journée avec tes copains. Sors de cette bulle. Ouvre la fenêtre, quoi. Hein, oui, sors de cette bulle technologique dont vous êtes tous, malheureusement, cette jeunesse-là, cette génération, un peu les prisonniers. Et trouve-toi quelque chose à faire. Il faut avoir un projet. Tu as un projet, quel qu'il soit. Parce que on a tous un talent. Ça peut être un talent de menuisier, ça peut être un talent de boucher, ça peut être un talent de comédien, mais trouve-toi une voie. Et si tu ne la trouves pas, ben, continue d'apprendre, d'un peu étudier, laisse pas tomber tes études. Un jour, ça t'aidera de savoir mieux lire et écrire que les autres. Car de toute façon, c'est un avantage. Et puis, encore une fois, dis-toi bien, tu n'as qu'une vie, nous n'avons qu'une vie, elle est courte. Alors, essaie d'en profiter. Et alors, évidemment, vous dites le pessimisme, le déclinisme, tout ça, il y en a marre, ça suffit. Ce pays souffre de cela, mais c'est un pays qui est plein de richesses, plein de possibilités. Vous avez la plus grande industrie du luxe, elle est française. Les plus grands bâtiments publics, ils sont français. Les tunnels, les ponts, les barrages qu'on construit dans le monde entier, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est le BTP. Vous avez, on a fait le TGV, on a fait un tunnel sous la Manche. On existe, ce pays existe. C'est un vieux pays. Écoutez, quand j'ai écouté Nadao tout à l'heure, je me disais, la France, c'est ça. C'est un pays riche. Il y a des régions, il y a un héritage culturel, sentimental. Nous ne venons pas de nulle part. Nous avons des ancêtres. Souvenons-nous de ça. Essayons d'être un peu fiers de ce que nous sommes plutôt que d'en avoir honte. Est-ce que vous pensez que ce pessimisme-là, c'est du laisser aller, c'est de l'égoïsme, ça vient de, ça tient, ça. Il faut dire que ça envahit une génération entière quasiment. Hein. Écoutez, c'est un mélange. C'est jamais arrivé en France, même pendant les périodes de guerre, qu'une femme sur trois dise je ne suis pas certain de vouloir. D'après ce que j'ai compris, quand même, les années 30-40, enfin 30 avant 40, ça commençait à aller pas bien. Hein. Vous savez, il y a un écrivain qui s'appelle Marc Bloch qui a écrit un livre génial qui s'appelle Une étrange défaite. Ouais. Il y a eu cette défaite des années 40. Les 40 jours. Ouais. Oui. Bon. D'où vient l'insatisfaction française? C'est ça la question. Moi, j'aime toujours, c'est ça le journalisme, aller chercher la source des choses. La racine. Oui, la racine. D'où ça vient? D'où vient la rivière? Elle vient de la montagne. Et d'ailleurs, la rivière, c'est mon mot favori. Ce qui rime avec rivière. Mais oui, parce que ça rime avec lumière et prière. Et d'où ça vient? Est-ce que ça vient qu'on est un peuple intellectuel et intelligent et par conséquent on réfléchit un peu trop? Est-ce que ça vient parce que effectivement 2 ou 3 fois dans les siècles précédents on en a pris plein la gueule et une génération entière est morte? Écoutez, moi j'étais l'autre jour à Compiègne pour célébrer. On m'a demandé de faire le discours du 11 novembre. Quand vous arrivez à Compiègne et que vous êtes devant la rotonde là où a été signé l'armistice, et que vous commencez, oui. Et que vous commencez à revoir et à relire, puisque pour faire ce discours, il fallait que je me réapprenne un petit peu la guerre de 14-18, la boucherie inimaginable que ça a été, et pas seulement pour la France, pour toute l'Europe. Ouais, il y a 18 millions de morts en tout. Peut-être qu'il y a une génération entière française qui a disparu dans les tranchées et qu'on ne s'est jamais tout à fait relevé que cette génération dans laquelle il y avait nos futurs présidents, nos futurs écrivains, nos futurs ingénieurs, le relais n'a pas été pris. Je ne sais pas. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un sociologue. Je ne peux pas vous répondre. D'ailleurs, j'ai tort parce que c'est mon point de vue. Il y en a d'autres. On ne peut pas généraliser. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'a pas de chance. Nous avons la chance d'être en France. Quand on voit ce qui se passe, c'est une démocratie. Nous sommes en liberté et en paix. Il n'y a plus tellement de pays libres. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est une démocratie et où il y a la paix. Alors évidemment, la paix civile est parfois atteinte. Récemment, on a eu droit à des choses effrayantes pas loin d'ici et qui nous prouvent qu'il y a des fractures, là encore, comme aux États-Unis, qu'il y a du communautarisme, que les choses ne sont pas simples. Il y a beaucoup de graves problèmes,
Mais merde, essayons de les résoudre plutôt que de s'enfoncer dans le déclinisme et le pessimisme. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez évoqué les très mauvais moments que vous avez passés dans vos 2 maladies importantes, qui vous ont éloigné des affaires. Alors, vous avez dit l'amour. Ce qui m'a sauvé, c'est l'amour. Et alors, dans la première partie du quarto, j'ai trouvé ça formidable, parce que ça ne s'invente pas, ça. Ça vient du cœur direct. Et je connais beaucoup de gens qui, comme vous, ont gardé une image de la personne qui allait l'accompagner toute sa vie. Il reste une chose comme ça qui a été d'un coup ce qu'on appelle vulgairement le coup de foudre, mais c'est plus que ça. Alors vous dites, et c'est un moment où vous étiez fatigué, peut-être envisagiez-vous que la Camarde allait un jour s'emparer de vous. J'emporterai les cheveux blonds de Françoise. Françoise, c'est votre femme, qui épouse le mouvement de son visage lorsqu'elle se penche au balcon du théâtre des Champs-Élysées, quand on a vu Léonard Cohen pour la première fois et qu'il a chanté Suzanne, cette jeune femme à laquelle ressemble l'amour de ma vie. Franchement, je serais une femme. Quelqu'un me montrerait une photo ensemble avec le commentaire que vous avez mis en dessous. Attends. Je serais heureuse. Je vais vous lire autre chose, très important. Les grands poètes français, il y a des poètes, hein. Aragon. Oui, ont écrit des poèmes d'amour extraordinaires. Et effectivement, Françoise a changé ma vie. Et j'ai trouvé un poème extraordinaire qui dit ceci. Je lui ai récité pour son anniversaire, il y a quelques années. Ma vie, en vérité, commence le jour que je t'ai rencontré. Toi, dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. C'est un des plus beaux poèmes d'Aragon. Son titre, L'amour qui n'est pas un mot. Ben, c'est pas un mot, effectivement. J'ai eu du mal à le trouver. Vous avez eu des amours cabossés, on va dire, à une période. Oui, j'ai pas la mal période navigué, cinéma, la période chanson, c'était oui, j'ai pas ça mal valsait, navigué. comme on dit. Oui, ça a beaucoup valsé, trop valsé même. Et j'ai eu un premier mariage catastrophique, et c'est autant ma faute que celle de ma première femme. Toujours est-il qu'il y a eu une séparation assez cruelle, difficile, et rencontre. Là encore, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard. C'est un ami qui, depuis 1 an, me disait, il faut que tu rencontres une fille qui travaille à la télé, qui est formidable, elle est faite pour toi. Je lui dis, écoute, fous-moi la paix, j'en ai déjà 4 en ce moment, ça va. Parce que je me baladais beaucoup, en effet. J'étais pas j'étais très volage, puisque j'étais malheureux. Et puis un jour, je lui ai dit, bon, bah, écoute, oui, tu me l'as fait rencontrer. Et on s'est retrouvés dans une salle de projection. Je projetais un de mes courts-métrages, elle s'est assise à côté de moi, et c'est là que ça a commencé, voilà. Alors, quand on dit le coup de foudre, bon, évidemment, c'est un cliché, mais c'est ça, vous êtes frappé. Mais frappé. Il y a quelque chose qui vous... Mais c'est elle. Et il fallait lui démontrer que j'étais lui pour elle. C'était pas aussi facile que ça. C'est plus compliqué. Ouais. L'amour, c'est des preuves. C'est quand même, allez, on va dire, de toutes les aventures que vous avez connues, c'est la plus formidable. C'est la plus importante. Vous savez l'expression merveilleuse, refaire sa vie. Ouais. J'ai refait ma vie. J'avais près de 40 ans. Elle, de son côté, avait eu aussi un premier mariage très difficile. On a refait, on a eu 2 enfants, un garçon et une fille, et puis maintenant des petits-enfants, des petites filles et des petits garçons. Et oui, vous parlez, quand vous citez très gentiment la phrase « j'emporterai », Bernard Loiseau, qui était un formidable grand navigateur. Un cuisinier. Bernard Loiseau, qui possédait Il y a 2 Loiseaux, c'est pour ça. Le Relais en Bourgogne, extraordinaire cuisinier. C'est un type merveilleux parce qu'il était généreux. Moi, j'aime les gens qui donnent. Hein. Il faut savoir donner. Et si tu reçois pas, tu donnes pas. Et Loiseau, un jour, nous invite, enfin non, nous allons passer le week-end chez lui. Et à la fin du week-end, je descends
devant la caissière et je lui dis, vous donnez-moi ma facture. Elle me dit, mais il n'y en a pas. Vous êtes les invités de Monsieur Loiseau. Je dis, écoutez, ça va, c'est pas possible. Je fais descendre Bernard qui arrive avec son... Il était toujours dans son grand tablier blanc de chef. Lagnac, disait-il. Alors qu'un an plus tard, il va se tuer d'un coup de fusil. Hein. Bon. Il cachait sa dépression. Oui. Toujours est-il que je lui dis, écoute Bernard, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est quand même... J'en peux pas. Oui. Il me dit, Philippe, on n'emportera rien. Ça aussi, c'est une phrase clé. Oui, et j'ai fait, dans mon bouquin qui s'appelle J'irai nager dans plus de rivières, une série de chapitres qui disent « J'emporterai tout ce que j'emporterai ». Et on emporte tout, effectivement. Le passé, c'est quelque chose de formidable. Vous savez pourquoi? C'est beaucoup moins lourd que le présent et c'est beaucoup plus sûr que l'avenir. Donc il faut aimer le passé. Il faut aimer le passé. Bon, écoutez... On vous retrouve tel que vous avez été, c'est-à-dire une vie qui semble enchantée, qui a connu ses heures sombres, la manière dont vous avez traversé tout ça, avec l'humour, les mots. C'est pour ça que quand vous parlez des réseaux sociaux qui ont une mauvaise influence, c'est vrai. Parce que si on perd les mots, on ne peut peut-être pas résister comme vous avez tenu. Oui, nous avoir soumis à la loi de s'exprimer en 124 mots et pas plus, ça c'est une dictature. Ça ne tient pas debout cette histoire. Il faut plus de 124 mots. Hein. La vie ne se résume pas à une phrase sur Twitter. Hein. C'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe et beaucoup plus beau. Merci beaucoup en tout cas Philippe Labro d'avoir été avec nous. C'était un plaisir formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. C'est absolument merveilleux d'être ici. C'est mon pays, hein, ou presque. Et ce qui est étonnant, c'est, et bravo à vous, à François Bayrou, d'organiser cette manifestation. C'est un grand moment. Et j'ai découvert votre poète-chanteur, là, ce sage incroyable, ce philosophe. Mais en plus, encore une fois, moi, j'aime pleurer. Quand quelqu'un chante bien et que je pleure, ma journée n'est pas perdue. Donc, merci beaucoup.